Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Alors, on est avec Solène Thomas. Solène, merci mille fois d'accepter de discuter avec nous au micro Tipping Point, de nous livrer tes points de bascule, ton expérience, tes rêves. On est dans un petit café, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit qui va nous accompagner tout au long de l'épisode, mais c'est ok, c'est cool, on est tout seul dans ce petit café. Solène, pour moi, tu fais partie de ces personnes qui ne savent pas faire autrement qu'être authentique. Et tu vas vraiment chercher l'authenticité chez chacun de nous. Donc pour cela et pour bien d'autres choses qu'on va découvrir tout au long de cet épisode, j'en suis sûre, tu fais partie des femmes que j'admire. Solène, tu es chasseuse de tête et tu as créé Éclore il y a 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, que tu présentes comme un mouvement culturel d'humanité au travail et qui s'est donné pour mission d'inspirer et de rassembler celles et ceux qui veulent donner un sens humain au travail. Pour un monde où chacun, chacune assume sa singularité dans sa vie professionnelle et sa responsabilité dans la vie humaine. Avec des valeurs très fortes, audace, discernement, liberté, responsabilité, solidarité. Je n'en dis pas plus. Est-ce que Solène, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci Lucie, tu l'as tellement bien fait. De manière synthétique en plus. Qui suis-je ? C'est la question que je me pose tous les jours. Ce que j'ai envie de dire là avec vous ce matin, c'est qu'effectivement, mon identité professionnelle, c'est d'être une chasseuse de tête. Je recrute des cadres dirigeants et des hauts potentiels et je suis spécialisée dans la détection des talents différents. Les dirigeants qui vont gouverner différemment parce qu'ils sont féminins, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont issus de la neurodiversité, d'autres cultures. Donc ils ont des singularités qui vont leur permettre de voir le monde différemment et de diriger, de porter une autre vision du monde du travail et de la société. Donc ça, c'est mon activité première. L'activité à côté qui m'occupe aussi, c'est Éclore, qui effectivement est une association qui m'a été inspirée par un appel, en fait. C'est vraiment un appel d'âme. Un appel à exprimer profondément qui je suis, un appel à faire ma part dans la société. Et ma véritable identité est dans la rencontre permanente entre ces deux vies. Comment j'enrichis au quotidien ma vie professionnelle, mes rencontres humaines professionnelles, par ce que je vis dans Éclore, par cette nourriture d'être, d'âme, de sensible. Et comment, avec mes amis d'Éclore au quotidien, on propage une nouvelle culture du monde du travail enrichie de nos expériences réelles quotidiennes. Et ce point de rencontre entre le travail, voilà, pour vivre, produire, générer du business, recruter des dirigeants, et cette autre vie intérieure, spirituelle, créative, culturelle, voilà, comment les deux s'interpénètrent pour me faire grandir et nous faire grandir dans notre humanité. J'ai une première question sur ton activité professionnelle. Tu dis recruter des talents différents. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que c'est une demande de tes clients ou est-ce que c'est ta singularité que tu portes dans ton métier ? Ça vient plutôt d'une singularité. Les entreprises n'aspirent pas nécessairement à recruter des leaders différents. Donc ce que j'essaye de faire au départ, c'est cocher leurs cases, leur cahier des charges et apporter ce supplément d'âme. Dire ce talent-là coche toutes vos cases et en plus, il apporte quelque chose d'autre. Voilà. Et en plus, il apporte quelque chose d'autre ou elle apporte quelque chose d'autre à force de le proposer, d'inviter à
intégrer la différence, à regarder différemment, à penser en termes de solutions et pas simplement en termes de résultats. Ça devient aujourd'hui des demandes de certains dirigeants qui me contactent ou de certaines entreprises qui me contactent. Mais au départ, ce n'est pas une demande du marché. Hein, c'est vraiment une proposition de Solène, parce qu'effectivement, je ne peux pas recruter des clones. Je ne sais pas faire. Je m'ennuierais dans mon métier. Et j'aime trop l'humain pour passer à côté de la valeur ajoutée proprement humaine. À quoi, toi, tu es attentive quand tu parles justement de diversité, de ce petit plus, de cette différence? Qu'est-ce que toi, tu vas chercher? Qu'est-ce que tu regardes que peut-être ne voient pas les autres ou ne regardent pas de prime abord les autres? L'authenticité de l'être. Je ne peux pas me contenter d'une interview superficielle. Je vais chercher qui est l'autre en vérité et comment il agit en réalité. Donc agir en réalité, c'est le monde matériel. Être en vérité, c'est la verticalité, le monde éclore. Et donc j'essaye de voir qui il est derrière son masque social et comment il parvient à exprimer qui il est dans la réalité professionnelle qui est la sienne. Voilà. Donc c'est cette articulation que je recherche. Du coup, je fais tomber les masques de manière assez systématique. C'est un peu ma marque de fabrique. Je fais tomber les masques pour me permettre pour présenter à mes clients des êtres humains qui sont des professionnels et qui sont des êtres humains, et ne pas me contenter d'un CV ou de belles paroles. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je me souviens d'une dirigeante, une patronne marketing, très très beau CV, tout était parfait. Elle cochait toutes les cases, mais je sentais sa sincérité, mais je ne sentais pas son authenticité. C'est différent, hein, la sincérité, l'authenticité. Et du coup, à un moment, je lui ai posé une question qui lui a permis de faire tomber le masque, et elle m'a exprimé qu'en fait, elle allait pas très bien à jouer à cette femme parfaite, et elle a montré une autre facette. Et on a pu vraiment commencer à se rencontrer, pas être juste dans l'entretien et la discussion, mais la rencontre et le partage en humanité. Ça crée pas un décalage avec l'entreprise entre l'entretien que toi tu vas faire avec elle, où elle va avoir la place pour exprimer son authenticité, sa vulnérabilité, sa part d'ombre, mais aussi sa lumière, ses qualités, etc. Est-ce que ça crée pas un décalage après quand on se retrouve dans le monde de l'entreprise, qui est plutôt un monde, comme tu le dis, de la, oui, un monde, j'allais dire plus ancré dans le réel, mais c'est pas plus irréel, mais plus cartésien. Tu as raison, Romain, de souligner ce décalage. Il était très fort les premières années. J'avais l'impression de percer l'âme de l'autre, d'avoir une rencontre extrêmement forte, de pouvoir écrire 20 pages sur le candidat ou la candidate, tellement j'avais perçu comment il ou elle fonctionnait, ce qu'elle pouvait apporter à la fois de pratique et de subtil. Et mes clients n'avaient pas besoin de cette granularité. Il ou elle a managé 500 gus, et donc j'étais en grand décalage. Du coup, c'est là que j'ai commencé à m'exprimer sur les réseaux sociaux, sur un peu mes confidences de chasseuse de tête, parce que je me suis dit que je pouvais apporter une autre valeur ajoutée à mes clients, et qu'il fallait que je trouve des clients demandeurs de cette valeur ajoutée. Voilà, on peut pas boire un âne qui veut pas boire. Je traite pas certains clients d'âne, hein, mais on a à répondre aux besoins effectifs d'une entreprise ou d'un client. Et j'en suis arrivée à avoir des clients qui étaient beaucoup plus conscients, beaucoup plus éveillés, beaucoup plus désireux de porter des collectifs émancipateurs où chaque personne a sa note à jouer, et où il y a une vraie demande de compréhension fine des personnes au-delà d'un parcours. Et donc ça a été très vrai, c'est pendant des années. Aujourd'hui, ça l'est moins. Donc là, il y a une tendance de fond là qui est en train d'apparaître sur ces entreprises qui laissent place, oui, et qui à l'être. C'est ça. Je sais pas si c'est aujourd'hui une tendance de fond. Je dirais que c'est un signal faible de transformation de notre société, mais c'est encore un signal très faible. C'est par petites touches ci et là, et j'ai la chance de pouvoir entrer en résonance avec ces personnes grâce à mes prises de parole sur les réseaux sociaux. Donc je pense que j'ai un biais. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont là-dedans, je les connais. Enfin, sans prétention, mais je les connais évidemment pas tous, mais ceux qui viennent à moi sont ceux-là.
et celle-là. Voilà. Est-ce que c'est une tendance de fond? Il y a un mouvement de fond, mais qui n'est pas encore manifeste. Il y a des volontés, des interrogations, des questionnements qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Je ne pense pas que ça se traduise aujourd'hui en mouvement effectif. On prend conscience peu à peu. C'est pas encore un mouvement. Non, je ne perçois pas que ce soit encore là. On est allé directement sur ton métier, Solène, mais qui es-tu? Tu vois, d'où tu viens? Qu'est-ce qui t'amène en fait à attraper ce métier de chasseuse de tête de cette manière-là? Qu'est-ce qui t'a constitué pour, tu vois, réussir à offrir ça? Alors, je sais pas si on commence à ma vie fétale ou mes vies antérieures ou quelques années auparavant. Qu'est-ce que j'ai envie de poser comme, on va dire, si je dois identifier peut-être 3 points importants. D'abord, j'ai envie de poser que je viens d'une famille aimante, où j'ai grandi dans une forme de luxe d'être soi. Et ça, je pense que ça constitue ma personne. J'ai une forme de sécurité intérieure grâce à mes parents. Je vous salue, papa, maman. Grâce à ma famille. J'ai grandi à la campagne avec des parents instituteurs et artistes. Instituteurs, professeurs et artistes. Donc ça, c'est fondamental. Donc qui je suis aujourd'hui, je me sens animée par cet amour de moi, de l'autre, de la vie. Ensuite, dans ce qui est fondamental, il y a eu cet éveil spirituel. Je pense que une méditation, un séminaire de méditation intensive de 10 jours m'a permis de contacter ma dimension intérieure invisible et la dimension de la vie plus sacrée. Ça, c'était l'amour, l'esprit ou l'âme, la conscience que la vie est plus grande que moi, que tous mes rêves, que tous nos rêves humains, ensemble même. Donc ce moment-là a été fondamental parce que je me suis j'ai inclinée en fait, face au sacré de la vie. Et ça. Tu avais quel âge? J'avais 30 ans. Et un autre moment, je vais parler de moments parce que ce serait, j'ai envie d'extraire des points de bascule. Un autre point de bascule, ça a été, je vais en donner 2 autres. L'autre point de bascule, ça a été de poser mon désir d'existence. Quand j'ai eu cet appel d'âme, méditation, il y a quelque chose de plus grand que moi. Je suis sortie de ma boîte, je me suis dit, comment je me transforme en fait, comment je transforme ma vie. En gros, quand je suis revenue dans la vie réelle après mon séminaire de méditation, j'avais l'impression d'avoir accédé à un monde en couleur, mais le monde réel, il était gris. Je me sentais en décalage en fait. Et là, j'écoutais l'un de mes rêves qui était de retourner en Inde, mais toute seule cette fois, avec un sac à dos et d'aller à Bénarès et de mettre sur les Ghats, au bord du Gange, de méditer pour voir quelle était ma vocation. Vocation, vocare, être appelé. Ok, j'entends mon âme s'est réveillée, elle est là, et je fais quoi en fait? Je peux pas avoir mon âme déconnectée de la réalité, de ma réalité et de la réalité du monde. Et là, à ce moment-là, en Inde, en fait, j'ai identifié le désir de mon âme. Et mon âme me disait, Solène, tu dois agir. Tu dois agir parce que le monde souffre. Et le monde souffre aussi par l'inaction de toutes les personnes qui ont des vies privilégiées. Et à quoi bon avoir des privilèges si on les garde pour soi? Et c'est là qu'Éclore est né, au bord du Gange. Alors ça, c'est le storytelling, parce que pour de vrai, quand je suis rentrée à Paris, après ce voyage en Inde, j'ai créé Happy Job. Ça me fait rire. J'ai envie de rire de moi-même, là. Happy Job, pourquoi? Parce que quand on se dit que mon désir d'âme, donc c'est transformer le monde du travail, c'était ça, mon désir d'âme. Hein. Donc j'ai une âme, chouette, j'ai une âme. Qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Elle me dit, Solène, tu dois agir pour transformer toi et la société, ou dans le monde du travail, parce que c'est là où tu as une valeur ajoutée en tant que chasseuse de tête. Donc mon désir d'âme, c'est mon œuvre sur Terre,
c'est de participer à une transformation de notre modèle de société du travail. Ça, c'est un truc, mais je mourrais avec ça, en fait. C'est non négociable. Mon âme, me guide et mon discernement m'a fait choisir cette cause. Il y en aurait eu plein d'autres, mais là, c'est mon libre arbitre qui a choisi cette cause. Et au départ, je me dis, ok, c'est ça ma direction. Et je commence par quoi? Et j'avais le sentiment que pour aller donc sur cette cause de la transformation du monde du travail, je devais entreprendre. Et le seul modèle que je connaissais, c'est soit t'es salariat, tu entreprends. D'ailleurs, le verbe n'existe pas trop, entreprendre. Soit tu entreprends. Et à l'époque, la une des magazines, c'était ces licornes qui lèvent des millions de fonds. Et je me disais, moi aussi, je suis une entrepreneuse. Je vais créer une start-up et je vais lever des fonds. C'est génial. Je vais lever des fonds et puis je sais pas ce qu'on va faire, on va transformer le monde du travail, mais ça s'appelle Happy Job. Et à ce moment-là, j'achète un Mac parce que c'est bien d'avoir un Mac avec une pomme. Et là, je vois que tu as un Mac. Tout à fait. Tu as le kit. Et le kit de l'entrepreneur. Voilà, Happy Job et puis le premier projet, c'est de créer une box de développement personnel. Et là, je tombe dans l'impasse. En fait, je suis une artiste. Je ne suis pas une entrepreneuse qui va lever des millions d'euros. Et j'ai rien contre les entrepreneurs qui lèvent des centaines ou des milliers de millions d'euros. Mais c'est pas moi. Moi, je suis incapable de faire un plan prévisionnel. Je suis dans la rencontre, je suis dans la création. Et je me rends compte que je me suis foutu le doigt dans l'œil, quoi. Non, je suis pas faite pour monter une start-up. Et donc, à force d'épreuves, de réflexion, une nuit, j'ai le verbe éclore qui apparaît. Éclore. Et donc je sens que c'est une association, que c'est quelque chose de plus intérieur et je vais pas impacter des millions de personnes et lever des millions d'euros. Je vais juste exprimer ma sensibilité, générer des rencontres, créer avec des amis. J'ai envie de dire plus humble peut-être. J'en viens au 4e point de bascule. Si je devais n'en trouver que 4. Quand j'ai donc démarré Éclore, j'ai eu quelques années d'errance spirituelle, où je pensais que si on n'avait pas médité avant 30 ans, on avait loupé sa vie, que si on méditait pas 1 heure tous les matins, on était un tocard. C'est moins matérialiste que la Rolex. Ouais. C'est bien déjà. Mais c'est dogmatique aussi. C'est spiritualiste. Je sais pas si c'est mieux que le matérialisme, le spiritualisme. Et ouais, j'étais là-dedans et je pensais que l'amour sauverait le monde. Et ça a duré quelques années. Alors j'avais pas tout faux, mais il y avait beaucoup de biais. Beaucoup de biais. Et là, j'ai fait une rencontre qui m'a fait basculer, qui a fait basculer Éclore. Cette rencontre, c'est un homme qui s'appelle Riyad Salem. J'ai envie de vous raconter l'histoire de cette rencontre parce qu'elle a été bousculante et basculante, et de vous raconter le processus. Je déjeunais avec une coach vocale que je voulais mettre dans la box Éclore. Ah, c'était toujours une box. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps après, mais c'était encore la box, c'était le moment de la box. Et en fait, elle était un peu médium. À l'époque, je lisais Khalil Gibran, le prophète. Je l'ai acheté plus de 100 fois et je le partageais. J'étais vraiment dans cette verticalité de l'être. L'amour sauvera le monde. Si un tyran t'accule, détruis d'abord le trône érigé en ton cœur. Donc laisse-toi abuser. La liberté est intérieure. J'exagère, hein, mais c'est un peu ça en fait. Il y a de l'injustice, mais c'est l'injustice. Mais change ton regard. L'injustice s'envolera. Ouais, j'étais là-dedans. Dans ce moment-là, ouais. Pardon, je te coupe Solène, mais dans ce moment-là, t'es très entouré ou tu te retrouves très seul, très isolé très entouré. Très entouré. Très entouré de gens qui
pensent comme moi. Donc D'accord. très entourée dans l'entre-soi. D'une communauté Voilà. de Naissante personnes qui te d'Éclore. ressemblent. Voilà, D'accord. la première communauté naissante d'Éclore, c'est Solène un peu en mode gourou. Venez méditer, trouver la paix intérieure et toutes les difficultés s'envoleront. Donc ça vient aussi un peu alimenter cette sur-spiritualité ou ces moments où t'es vraiment dans ce mode gourou, quoi. Parce que t'aurais pu être très très seul en te disant, et puis là, il va falloir que tu te réveilles. Non mais là, je suis en train de m'enfermer dans un truc. Là où pas du tout, tu t'enfermes, Bravo. mais avec cette communauté. En fait, le fait d'avoir une communauté, ça nourrit notre ego spirituel. Et donc, t'es en circuit fermé. Et il y a plein de communautés comme ça. On est dans l'entre-soi. Et les gens se ressemblent tous. Et c'est vrai dans le monde spirituel, c'est vrai dans le monde des startups, c'est vrai dans le monde des bienfaiteurs. C'est quand tu vas dans ces soirées-là, ce sont les mêmes. Ils ont tous un Mac, ou tous un tapis de yoga, ou tous... ce sont les mêmes. Ou ils ont tous fait la même école. C'est le nouveau Mac. Voilà. Ou tous la même école. Ce sont les mêmes. Ou ce sont tous des hommes. Ou ce sont tous les mêmes. Et donc ce quatrième point, en fait, ce qui m'a sorti de ce mode gourou dans lequel je cheminais, c'est la rencontre avec cette rencontre prophétique que j'étais en train de raconter. Je déjeune avec cette coach vocale. En fait, elle est plutôt médium. Son vrai talent, c'est canaliser. Elle me dit, donc j'avais mon livre Le Prophète avec moi, que j'avais tout le temps. Et à la fin du déjeuner, elle ressent la puissance de mon rêve éclore, la puissance d'un monde du travail émancipateur. Je pense qu'elle le ressent. Et elle me dit, Solène, que puis-je faire pour t'aider dans ton rêve, pour t'aider à le réaliser? Et à l'époque, donc quand on est dans ce mode gourou ou spiritualité, comment dire, Riyad, psychomagique, papouille. Voilà. Quand on est là-dedans, on se laisse guider par les signes. Mais il y a c'est aussi très chouette de se laisser guider par des signes. Tout n'est pas à jeter là-dedans. C'est juste une question de discernement, comme toujours. Et je vois ce prophète et je dis, en fait, moi, je cherche un prophète. C'est complètement barré, comme réponse. Mais c'est ce qui me vient là. Et elle me répond, j'en connais un. Ah, tu m'intéresses. Et j'en connais un, et elle me donne son nom. Elle me dit, appelle-le de ma part. Alors, ça me fait un peu marrer, cette histoire. Je me dis, mais qui est ce prophète? Et donc, j'appelle cet homme, Riyad Salem. Et je lui dis, on m'a donné ton nom, Anne m'a donné ton nom. Annie, elle s'appelait Annie. Annie m'a donné ton nom et j'aimerais, je cherche un prophète, on m'a dit que t'en étais un. C'est un peu en rigolant. Et il se marre et il me dit, effectivement, je suis un pro de la fête. J'organise des grands festivals avec des dizaines de milliers de personnes sur le Champ de Mars autour de Vive nos différences. Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances et voilà. Et c'est parti là-dessus. Alors, pourquoi la rencontre a été aussi basculante pour moi? C'est que je suis allée rencontrer Riyad. C'est un homme qui est né sans jambes avec un seul bras. Il a des dreads jusqu'aux fesses. Il est champion paralympique. Je crois que Lucie, tu l'as rencontré. Oui. Ouais. C'est un homme très, très surprenant, très charismatique, très hors de hors des normes, des codes. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai raconté mon rêve. Et il me dit, il est beau ton rêve, mais tu sais, on change pas le monde avec l'amour. Et il y a une réalité matérielle, Solène. Une réalité pratique. Il me dit, moi, j'ai passé 20 ans dans les hôpitaux, à être charcuté dans tous les sens, parce qu'il est né avec ses malformations. Et on me disait, quand j'étais gamin, médite, prie, Riyad, tes jambes vont repousser. Et elles ont pas repoussé, Solène, mes jambes. Et là, je me prends une claque. Ouf. Ça me touche encore. Je me dis, ah ouais, là en fait, il faut deux claques à la pseudo-gourou que j'étais pour revenir sur terre, Solène. Ah, ça m'assoit, quoi. Ça m'assoit. Et donc à partir de là, je l'embarque en fait avec moi dans Éclore, parce que je sais que j'ai besoin d'un homme comme ça qui a ce sens des réalités, en fait, ce sens pratique que moi j'avais pas du tout et que j'apprends à avoir. C'est pas simple quand on est un peu dans les étoiles. Je vous disais tout à l'heure, moi j'étais hors sol
au début d'éclore. C'est un peu difficile d'éclore quand on n'est pas dans la terre quand même. Hein. Donc je pouvais y aller. Hein. Je faisais du hors sol. J'avais pas les pieds sur terre. J'avais la tête dans les étoiles. Et c'est aussi important d'avoir la tête dans les étoiles. Mais j'avais pas les pieds sur terre. Et Riyad qui est né sans pieds et sans jambes, et l'homme qui m'a permis de remettre les pieds sur terre. C'est intéressant comme paradoxe. Hein. Et il dit souvent, Riyad dit, j'ai peut-être pas les pieds sur terre, mais j'ai la tête sur les épaules. C'est beau, hein. Donc depuis ce moment-là, c'est un chemin de réconciliation de ce qui semble opposé. Tout mon art de vivre et l'art de vivre que nous cultivons avec mes amis d'Éclore est celui-ci. C'est réconcilier ce qui semble opposé. Et on fait plein de choses, on porte plein d'événements, on anime une communauté, on accompagne des dirigeants, on fait plein de choses. Mais c'est toujours autour de la réconciliation de polarité. Voilà. Toujours. On travaille sur les défis humains des managers. On va chercher le MEDEF pour nous accompagner sur l'événement. Le MEDEF. Certains nous ont dit, mais ça va pas de faire ça. Justement, c'est là qu'on va transformer les choses. C'est en allant voir les contradictions. Et il n'y a pas les méchants et les gentils. Il n'y a pas les matérialistes et les spirituels, les capitalistes et les socialistes. On est de gauche ou de droite, on est écolo, gentil ou pollueur méchant. Non, notre réalité est éminemment complexe. On n'est pas pour les passes ou contre les passes. Faut arrêter cette dualité qui oppose énormément les gens, qui produit de la violence. Qui oppose. Je me souviens d'ailleurs d'une conférence à l'université d'été du MEDEF avec un dirigeant qui parlait du handicap. Une très jolie conférence. Donc le groupe faisait plein de choses autour des programmes handicap. J'étais à ce moment-là avec le vice-président d'Éclore, Riyad Salem, et on se dit faut qu'on aille le voir. Ils font des choses fantastiques. On va aller lui parler. Et en fait, quand on allait le voir, il était incapable de regarder Riyad dans les yeux, incapable de le rencontrer en humanité. Il venait de faire l'éloge de la différence et face, confronté au réel, il n'y a plus personne. Et c'est exactement là qu'est Éclore, c'est se confronter au réel, au quotidien. Réel, quotidien. Le réel est notre seul juge. C'est pas une autorité extérieure, c'est pas un dieu, c'est le réel ma réalité c'est quoi? Ok, je dis ça et ma réalité c'est quoi? En fait, c'est une forme de philosophie pratique où on confronte sans cesse nos idéaux, nos belles valeurs, nos idées du monde et nos réalités très pratiques, très concrètes. Et la tension, d'ailleurs, vous me posez la question, Lucie, tu me posais la question de savoir qui suis-je. En fait, je me nourris de ces tensions-là. Je les reconnais chez les autres. Je les reconnais chez moi grâce aux autres. Et toute ma dialectique existentielle, c'est d'être une chasseuse écloreuse. Je suis une chasseuse de tête. Pendant des années, j'étais incapable de dire que j'étais une chasseuse de tête. Je me souviens de mon patron qui me disait, faut avoir le goût du sang, Solène. Goût du sang. Bah non, je suis désolée, j'ai pas le goût du sang, moi. J'ai le goût du sucre, Et en fait, il a raison à un endroit. J'ai grâce à lui, à ce dirigeant, qui m'a appris mon métier, j'ai compris, après des années de refus, que oui, à un endroit, on doit aussi avoir le goût du sang. Parce que les choses ne s'opposent pas. Elles sont à réconcilier. On peut manger de la viande, par exemple. J'en ai pas mangé pendant des années, j'étais végétarienne. Aujourd'hui, j'en remange un peu. Quand c'est juste, je sens que mon corps en a envie, je sens que, tiens, c'est un moment festif, je sais d'où vient la viande. Allez, d'accord, je vais en manger un bout. Par contre, j'ai envie de le faire, avec certaines conditions. Donc oui, l'animal, il a été abattu, il y a eu du sang. Mais c'est fait en conscience. Mettre de la conscience sur les choses. Tu peux nous en dire un peu plus sur Éclore? Tu vois, est-ce que là, il y a le point de bascule avec la rencontre avec Riyad, et comment est-ce que après tu continues de t'entourer des bonnes personnes, et qu'est-ce que vous portez parce que vous avez vraiment porté des événements et vous portez des messages extrêmement forts.
Comment tu bâtis tout ça? Merci, et je vais faire 2 réponses. La start-upeuse, elle va dire éclore, c'est 5000 followers, enfin 5000 adhérents, c'est 70 000 followers, on a fait 324 événements, dont le Zénith de Paris avec 3000 personnes, 2500, mais le start-upper va dire 3000. 3000 personnes, voilà. Ça c'est des chiffres. Et le start-upper termine généralement en disant « Et je cherche une levée de fonds de temps. » Voilà, je cherche une levée de fonds parce qu'on veut élever le fonds humain. Et on veut, voilà. Donc je pourrais vous dire ça. Je pourrais dire c'est des millions d'échanges sur les réseaux sociaux pour propager notre culture humaniste, enfin cette proposition de société du travail humaniste. Ce que j'ai envie de vous dire d'Éclore, c'est que c'est une aventure humaine ineffable. Ouais. J'ai un moment d'émotion. C'est j'ai infiniment de gratitude parce que Éclore c'est profondément un réseau de femmes et d'hommes engagés sur le voie de la transformation intérieure et sociétale. Et donc, Éclore, c'est d'abord c'est solennel. On est dans un café. Merci de nous octroyer 30 secondes de méditation. Et là, je tiens la main de Lucie qui me soutient avec tout son cœur. Et Lucie est une femme incroyable. J'espère que vous la rencontrerez un jour dans la vraie vie avec son mari Romain qui me touche beaucoup tous les deux. Donc Éclore, c'est des rencontres humaines, des rencontres que la chasseuse fait, que la citoyenne fait, que la femme fait, que voilà, et puis des espaces de rencontre. Donc le maître mot d'Éclore, c'est la rencontre humaine. La rencontre humaine pour se rencontrer soit dans la relation à l'altérité. Voilà. Comment je me confronte à l'autre qui diffère de moi. L'autre qui est neuroatypique, autiste de haut niveau, qui a un handicap, qui vit dans un quartier qui est très différent de moi, qui c'est la patronne du mécénat d'un grand groupe qui a un atelier avec un SDF qu'on a rencontré 2 heures avant. C'est ça, Éclore. C'est des rencontres humaines improbables, dont on se nourrit pour grandir ensemble, pour s'élever ensemble. Et ça crée des événements, petits ou grands. Ça crée une recherche permanente de nouvelles pratiques de relation à soi et à l'autre. Je vais vous donner un exemple très concret. On crée des gros événements, on est tous bénévoles, on n'a pas d'argent dans l'association. On crée un événement, 1000 personnes à l'hôtel de ville de Paris, par exemple. Un des événements qu'on a créé. On se rend compte après coup qu'on l'a créé dans la douleur. C'était difficile, parce que c'est super quand on partage des belles idées avec des amis. Mais quand il faut les réaliser dans la matière, waouh, c'est vachement plus compliqué. Surtout quand tu fais ça avec pas de moyens, pas d'argent. Et on se dit, on veut propager une culture humaniste, mais ça veut dire quoi être humain dans nos relations au travail là? Comment on fait pour être performant et humain ensemble? Voilà, on veut créer un gros événement, ça coûterait normalement 500 000 euros, on en a 10 000. Comment on fait quoi? Et donc c'est parce qu'on s'est regardé faire et mal faire. C'est vu qu'il y a des sujets d'ego, de tension, qu'on se dit ok, mais on peut pas continuer comme ça. Donc on se regarde en train de faire, on voit qu'on fait pas bien et on se dit comment on ajuste. Et on a développé des pratiques de cercle de résonance. Donc, on se met en cercle, on médite 3 minutes, on pose nos météos. C'est-à-dire si un tel a son papa qui est très malade, bien sûr qu'on doit d'abord avoir l'information, comprendre d'où elle parle avant de parler d'autres sujets. Donc on prend un petit moment de partage en humanité. Et après, on fait tourner la parole, on pose une question. Enfin, on a une pratique et on est vraiment allé on l'a inventé ensemble, pour que ça fonctionne. Hier, on a fait une soirée ciné-débat sur l'âme, un très beau documentaire de Valérie Seguin, L'âme. Comment remettre de l'âme dans nos sociétés, dans nos vies au travail. Je vous encourage à le regarder. On a fait une soirée au cinéma Saint-André-des-Arts. On l'avait pas préparée cette soirée. Il y a eu plein de petits bugs opérationnels, logistiques. Et on est reparti en se disant, on a merdé quoi. On a merdé.
faut qu'on regarde ça ensemble. Enfin, on a pensé que 2 personnes à l'entrée, ça suffirait. Il aurait fallu qu'on soit 5. On avait oublié de prendre la machine ACB. Donc c'est ça, l'humanité aussi. C'est en pratique. En pratique. Et pas autour de la piscine ou dans un temple. Tu sais ce à quoi ça me fait penser, Solène? Non. Dialogue en humanité aussi, où je t'avais rejoint avant l'été, début juillet, et où en fait on n'a pas réussi tous ensemble à créer, à faire ce qu'on voulait faire, et finalement, mais vraiment d'une après-midi chaotique où il y a rien qui allait, on se retrouve justement dans cette chambre d'hôtel de Riyad, tous ensemble, et j'ai trouvé que ce cercle de résonance qu'on a posé là de manière complètement fortuite a élevé tu vois les liens avec des personnes que moi je ne connaissais pas du tout, peut-être 1 ou 2 personnes que je connaissais, et tu vois ce qu'on a sorti, et c'était peut-être pas tellement pour l'événement que pour chacun de nous, en fait, ce que c'est aller chercher et ce qu'on a réussi à créer tous ensemble dans ce cercle de résonance. Enfin, moi, ça restera vraiment un épisode marquant d'une après-midi complètement chaotique où tous les objectifs qu'on avait posés, on n'a pas un seul qu'on tient, et finalement, en collectif, on arrive à créer un beau moment. Ouais, c'est vraiment. Si tu te souviens, ouais, je m'en souviens bien. C'est un peu le principe de la syntonisation. C'est comment, en fait, la syntonisation, c'est le fait de s'élever ensemble sur les notes les plus élevées. Et généralement, quand on est en groupe, on va chercher le plus petit dénominateur commun. Ah, on a tous un Mac. Ah, on a tous fait à l'école. Ah, on va chercher le plus bas, ou le match de foot. Ça, c'est très très bien pour abaisser le niveau. Mais on peut aimer le foot et c'est génial, ces moments d'euphorie collective. C'est pas, encore une fois, l'idée c'est pas d'opposer. Mais en fait, quand on est un collectif, on va souvent chercher le plus petit dénominateur commun, et c'est normal. En fait, c'est Simone Veil en parle dans son livre La grâce et la pesanteur. Elle exprime en des termes beaucoup plus jolis que les miens, évidemment. Mais on va s'abaisser. Et la recherche d'éclore, c'est se dire, ok, comment quand on est ensemble, on arrive à s'élever dans le faire. S'élever dans la méditation, on sait faire. On médite tous ensemble, qu'on soit 10 ou 5000, on sait s'élever. Mais comment on élève notre humanité dans la réalité du quotidien et de l'action? Et l'impensé sur lequel on est tombé, et qu'on essaye d'éclairer actuellement, c'est que on ne sait pas faire collectivement aujourd'hui dans notre société. Nos enfants sauront faire, souhaitons-le. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que quand on est un collectif, ce qui se passe, c'est il y a 2 écoles, pour caricaturer. Soit on est dans un modèle hiérarchique avec des rapports de domination. C'est le monde duquel je viens professionnellement, qui a nourri une colère, une sublimation dans Éclore. Voilà. Soit rapport de domination où l'autre n'est pas reconnu en tant que personne. L'autre est un soldat sur le jeu d'échecs. Et l'autre modèle sont des modèles vraiment dans l'horizontalité. On est tous égaux. On est tous les mêmes. Et on est presque, du coup, interchangeables. On est tous, voilà. Il n'y a pas de chef, c'est un peu les biais de certaines entreprises libérées que je connais et que j'accompagne. Et Éclore, c'est le pari d'une 3e voie. C'est se dire que on peut être un collectif fort. Donc, on n'est pas une somme d'individus mus par des rapports de domination. On est vraiment, il y a un collectif qui fait le pari d'individus forts, de personnes qui jouent une note singulière, et ensemble, on transcende nos singularités pour faire émerger du commun. Et là, je le dis avec des mots qui peuvent sembler philosophiques. Mais si j'ai été touchée comme ça en parlant de l'équipe Éclore tout à l'heure, c'est parce que c'est ce que nous pratiquons depuis des années ensemble. Et voilà, c'est ce que nous faisons. C'est comment on fait ensemble, riche de nos différences. Comment on va chercher à endosser des rôles pour ce projet qui permettent à notre personne de s'exprimer véritablement. Et c'est d'une subtilité dingue. C'est tellement subtil que généralement, la réalité de ce qu'on fait, on la dit pas, en fait. Et on voit la partie émergée qui est l'événement,
Mais en fait, les mois de travail pour chercher la cohérence, la justesse, la complémentarité, éclairer nos tensions, c'est ça qu'on produit pour de vrai. C'est ça aujourd'hui qu'on a envie de rendre visible. Et du coup, tu vois, un dirigeant, un manager là qui écouterait l'épisode et qui se dirait oui, moi aussi j'ai vraiment à cœur de remettre un peu plus d'humanité dans mon équipe, dans mon entreprise, dans les manières de faire, parce que moi j'ai vraiment espoir que et je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent ces questions, qui ont envie de faire, mais tu vois, qui sont un peu qui n'ont pas forcément les clés. C'est très complexe. Tu viens de le nommer. C'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement difficile. Tu vois, par où cette personne-là qui écoute et qui se dit oui, ça résonne. J'ai envie tu vois, de rendre mon monde du travail un peu plus humain. Qu'est-ce que toi tu lui dis? Par où il peut attraper le sujet, tu vois? Quelles sont les 5 personnes avec lesquelles je collabore au quotidien? Avec les 5 personnes avec lesquelles je coopère au quotidien, ces 5 liens-là, ils doivent être extrêmement fonctionnels, à savoir bien fonctionnants. Il y a évidemment 1000 leviers et ta question mériterait un colloque. Mais en tout cas, là où moi j'agis et là où nous agissons avec Éclore, c'est cultiver des liens émancipateurs. Et quand je recrute des dirigeants ou quand j'accompagne des structures qui souhaitent s'émanciper, je regarde les instances dirigeantes. Comment le COMEX il fonctionne? Est-ce qu'il y a une diversité de profils? Est-ce qu'il y a une mixité? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'endroits différents? Et comment ils fonctionnent pour de vrai ensemble? À quoi ressemble une réunion? À quoi ressemble une réunion? Est-ce que tout le monde a voix au chapitre? Est-ce qu'on s'écoute vraiment? Est-ce qu'on s'écoute ou est-ce qu'on joue tous des rôles? Encore une fois, il est essentiel de jouer des rôles, à condition de ne pas être coupé de nos personnes. Voilà. Est-ce qu'on joue des rôles en conscience? Est-ce que les personnes, les personnalités, les émotions, les intuitions peuvent s'exprimer? Donc, en fait, c'est fractal. Le monde est fractal. Quand on regarde comment fonctionne une instance dirigeante, on sait comment fonctionne toute la boîte. Quand on regarde comment fonctionne un gouvernement, on sait comment fonctionne toute la société. La partie comporte le tout. Merci Khalil Gibran. Il m'a inspiré des choses qui sont à retenir encore. La partie comprend le tout. Voilà. Donc regardons nos liens les plus proches. On parlait ensemble des vies plus personnelles, plus intimes, de couple tout à l'heure, dans le off. C'est simple, moi, les dirigeants et les dirigeantes les plus puissants et humains que j'ai rencontrés, ils ont une vie personnelle extrêmement équilibrante et aimante. Tous les dirigeants et dirigeantes toxiques que je rencontre, ou dont on me fait des confidences, et en tout cas pour ceux pour lesquels j'ai les informations, ont des vies affectives compliquées, leurs femmes sont tyrannisées, alors leur mari peut-être aussi quand c'est des dirigeantes. Hein. Il y a des dysfonctionnements dans les cellules intimes. Donc voilà, prendre soin des personnes qu'on rencontre et voilà, et comment on fonctionne collectivement dans notre premier cercle. Et moi, ces dernières années, j'ai envie d'avoir de la gratitude à mon endroit, là, après m'être flagellée tout à l'heure. La gratitude, c'est que quand je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne. C'était après mes études, premier job. Et je suis vraiment allée tisser un réseau. Je suis allée rencontrer les gens. Je suis allée choisir mes relations. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est des femmes et des hommes que j'aime et qui m'aiment. Et c'est ça, mon quotidien. C'est des personnes avec lesquelles on entretient des relations extrêmement authentiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confrontation. Il y a beaucoup de confrontations. On se confronte parce qu'on se dit nos vérités et on s'éclaire dans nos ombres. Je grandis grâce à l'autre. Grâce à l'autre qui, au quotidien, me montre mes impasses. Mais si je compte voilà les relations qui nourrissent mon quotidien, les 5, 10 ou peut-être 50 personnes qui je me dis waouh, qu'est-ce que je suis bien entourée. Quelle chance j'ai. Quelle chance. Et je me suis construit cette chance aussi. Je suis allée rencontrer le prophète. Je suis allée rencontrer tous ces gens
par un que j'ai rencontrés dans un café, dans le cabinet, dans un jardin. Je suis allée les rencontrer d'âme à âme. J'ai envie de dire d'homme à homme avec un grand H, de personne à personne. En vérité, en authenticité. Solène, une fois que tu poses le diagnostic d'un COMEX qui dysfonctionne, et que le dirigeant se dit qu'il doit pivoter, changer, évoluer, au-delà de regarder lui ses relations, ses 5 relations essentielles, il doit démarrer par quoi avec ce COMEX? Ma proposition, c'est de proposer des espaces-temps hors du champ productif, hors du champ de la production, de la performance du chiffre. Décaler son regard, sortir du cadre, regarder différemment, voilà. Et en fait, ça c'est souvent un tipping point. Ça, waouh, des prises de conscience, des dirigeants qui pleurent, des mots qui se disent. Tout ce qui est tapis dans l'ombre se joue de nous et se déjoue quand on l'exprime et quand on le rend manifeste. Donc c'est inviter vraiment ces dirigeants, ces dirigeantes à faire un pas de côté, à écouter ce qu'ils n'écoutent pas, plus de podcasts tipping point, à lire ce qu'ils lisent insuffisamment, plus de poésie, de philosophie ou d'autres choses en fait, ou des essais. Voilà. Prendre le temps de rencontrer ceux qu'ils ne rencontrent plus. Le boulanger, depuis quand n'as-tu pas acheté ta propre baguette? Sais-tu quel est le prix d'un pain au chocolat? Voilà, c'est en fait se confronter à la réalité telle qu'elle est, là où on ne regarde plus. C'est donc que parfois ces dirigeants sont aussi eux-mêmes un peu hors sol. Tellement hors sol. Et pour plein de bonnes raisons. C'est-à-dire que diriger une boîte de 10 ou de centaines de milliers de personnes, c'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement difficile. On est souvent seul. Tous les dirigeants n'ont pas la chance d'être en couple comme vous, d'être portés par cet amour. Et ça. Donc on est seul, c'est hyper complexe. Donc tu as raison, beaucoup sont hors sol, parce que se confronter à la réalité, ça rend l'équation encore plus dure. D'ailleurs, j'observe que les leaders qui ne sont pas hors sol, que je connais, se sont tous fait décapiter par les actionnaires. J'en connais pas 10 000. Des leaders qui se transforment personnellement et qui transforment leur entreprise de plusieurs centaines ou milliers de personnes, il y en a pas 50 000 en France. Peut-être parce que c'est un peu dangereux justement pour l'actionnariat. Pas que. Pas pour les actionnaires, pardon. De se dire que la personne fait son chemin de transformation, va revenir avec des idées neuves et faire un pas de côté à l'entreprise, la transformer, et que finalement on est plutôt dans une logique de privilégier le chiffre, les dividendes à l'impact que ça peut avoir dans l'entreprise. Enfin, je sais pas. Très juste, c'est que, oui, c'est sûr que l'enjeu c'est de réconcilier les chiffres et l'impact sociétal, le court terme et le long terme. Donc c'est nécessairement une maïotique. C'est un truc, c'est nouveau. C'est ce qu'on appelle chez Éclore en langage éclorien. Peut-être qu'un jour on fera un livre. Le système 3. Ça ne s'oppose pas. Et les dirigeants qui y parviennent à l'intérieur sont confrontés à un monde qui n'est pas en système 3. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont évalués qu'à l'aune d'un niveau logique. Que par exemple le chiffre d'affaires. Mais quelquefois, pour faire plus de chiffre d'affaires, il faut consentir à en faire moins, là, ici, maintenant, un tout petit moment. Et donc, si on est évalué que sur un prisme et pas sur une complexité de prisme, eh bien, on ne permet pas au collectif de faire sa métamorphose. Et comment on change ça? Mais ça, c'est pas un plan que tu peux présenter quand t'es à la tête d'une boîte de 10 000 personnes en disant, voilà, là, sur les 3 prochaines années, on va faire moins de chiffres. Mais vous inquiétez pas, c'est au service du bien commun, au service de l'entreprise, et dans 3 ans, on fera plus de chiffres. Là, le mec se fait shooter en 2 secondes. C'est évident. Tout l'enjeu, c'est en fait, du coup, de continuer à faire du chiffre, à croître, tout en se transformant. C'est comme refaire les halles, là, on n'est pas loin des halles, les halles. C'est on refait toute l'infrastructure de métro, et puis en même temps, tous les commerçants restent ouverts. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. En fait, c'est à réconcilier les logiques, à ne pas les opposer, à accepter que quelquefois il y ait des tensions entre ces niveaux logiques.
Donc il y a quand même aussi un éveil des actionnaires à aller chercher. Ok, consentons quand même que là, ce mois-ci, on en a fait un tout petit peu moins. Mais alors, par contre, en interne, ça a bougé. Il y a des choses qui ont bougé, qui sont fortes. Et on va le voir un peu plus tard. C'est accepter que, quand on refait les lignes de métro Châtelet-Les Halles, il y a des commerçants qui vont voir une petite baisse de chiffres pendant quelques mois, parce que faire les deux à la fois, quand une femme elle est au travail, qu'elle va accoucher, elle est pas dans les champs en train de planter, quoi. À un moment, on peut pas être partout tout le temps en même temps. Faut accepter qu'il y ait des espaces-temps complémentaires qui se nourrissent et qui sont aussi à des endroits séquencés. Et c'est même de l'éveil citoyen, parce qu'on est d'abord citoyen avant d'être actionnaire. Tellement. C'est très joli, l'éveil citoyen. Ouais. C'est sûrement un enjeu de notre société, là. S'éveiller pour ne pas agir seulement en tant que bon professionnel ou bon dirigeant, mais aux âmes citoyennes, éveillons-nous. Faire éclore sa citoyenneté. Ouais. Son sens des responsabilités pour le commun. Et pour nos enfants. Et alors, si on rêve un peu, Solène, un monde du travail humain, ça ressemble à quoi? Il y a un mot qui m'est cher, qui est clé pour nous, éclore, et je pense pour la société, émancipation. C'est un monde du travail qui crée les conditions de l'émancipation individuelle et collective. Un monde du travail où on produit de la valeur ajoutée pour des clients et pour la société, et où on produit de la richesse humaine. Donc, un monde où la valeur économique n'exclut pas la valeur humaine, et même au contraire, où l'économique sert la création de richesses humaines. Donc, c'est comment on crée les voies de l'émancipation. Et alors là, on touche mon âme citoyenne. La France et l'Europe ont la responsabilité de créer un nouveau pacte économique et social pour réconcilier les enjeux économiques et les enjeux de souveraineté des personnes et des collectifs. Ça passera nécessairement par l'entreprise comme moteur de cette transformation. Et moi, j'ai foi en des collectifs nouveaux dont Éclore est peut-être en proximité, même en avant-garde, puisqu'on est un labo de recherche en fait, et qu'on accompagne. Je crois en l'existence d'entreprises pionnières. Je sais aussi que vous dirigez une entreprise qui fait partie de ces entreprises pionnières, qui s'appelle, rappelez-moi, Link Value. Link Value, voilà, Link Value. Donc voilà, Éclore, Link Value, d'autres structures associatives ou entrepreneuriales sont pionnières dans leur modèle de gouvernance et d'organisation. Ça se traduit par des pratiques au quotidien d'émancipation, de vraie co-responsabilité et co-création. Et je crois en cette voie émancipatrice. Elle est à inventer. On tâtonne tous. On cherche les bonnes pratiques. On cherche les bons modèles. On cherche les nouvelles gouvernances. Et d'ailleurs, on cherche tellement que j'ai envie de vous inviter à un événement que nous allons porter, Éclore et un master ETIRES de la Sorbonne en mai prochain, dans la salle Richelieu, salle révolutionnaire de 800 ou 1000 places, autour du thème de l'émancipation. Et ce sont des étudiants en philosophie action qui vont faire de l'évaluation d'entreprises pionnières sur des logiques d'émancipation et qui vont faire des recommandations et partager leurs observations avec une journée de colloque sur cette thématique. Je serais vraiment heureuse que vous soyez là tous les deux. Avec très envie que vous soyez là. Et j'invite nos communautés, nos auditeurs à venir à cette journée pour ensemble envisager cette voie émancipatrice. Concrètement, pas juste dans nos idées. Comment on incarne effectivement cette voie émancipatrice. Et le rôle du leader dans cette émancipation. Tu vois, on pose notre question de thème, c'est quoi ta définition du leader? Et là, j'ai envie d'aller un cran plus loin, tu vois, au-delà de ta définition du leader, c'est quoi sa responsabilité dans cette transformation? Sa responsabilité est de se transformer soi pour de vrai, pas le dire mais le faire. Et son autre responsabilité est de créer les conditions qui permettent aux autres de le faire.
Voilà. Pour moi, c'est la première responsabilité d'un leader. Il est capable de se regarder en vérité et d'aider les autres à le faire aussi, pour créer ensemble de manière plus responsable. Il est l'heure pour les leaders d'opérer leur métamorphose, d'oser l'exprimer. Moi, les leaders les plus incarnés que je rends, qui incarnent le mieux ce nouveau mode de leadership, ne le disent pas, ne se montrent pas, ne s'affichent pas. Donc, sortons de cette humilité un peu judéo-chrétienne. Osons le dire. Les leaders éclairés aujourd'hui sont ceux qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pas juste. Voilà. Donc, il y a aussi cette responsabilité de prendre la lumière, non pas pour briller, mais pour rayonner et inspirer. Mais c'est parce que moi, je trouve que cette transformation dont tu parles, c'est une transformation qui est d'abord très intime et qu'on a aussi du mal à mettre un coup de projecteur parfois sur son intimité. Très juste. Et en même temps, c'est un paradoxe, tu as raison. Et en même temps, j'observe que nous sommes assez convergents-là. C'est que la transformation sociétale ne peut passer que par une révolution intime. Hein. De manière très concrète, moi, je le vois chez les dirigeants qui switchent et qui passent de grands groupes à des entreprises de l'ESS sans rien changer. Ils ne font que reproduire les mêmes mécanismes d'aliénation. J'ai en tête un dirigeant que j'ai accompagné qui plante des arbres partout dans le monde, qui a la tête, on va dire, d'une ONG. Et c'est pas marche ou crève, c'est plante des arbres et crève. Il y a une mépris des conditions d'émancipation des collaborateurs et les collaborateurs sont en grande souffrance. Et donc, effectivement, il y a des très beaux discours, la révolution verte, on plante des millions d'arbres, bilan carbone, etc. Et les coulisses, c'est que les gens sont en grande souffrance. Il est là le paradoxe en fait de cette Startup Nation ou de cette économie nouvelle. Il y a des beaux discours, il y a des belles plaquettes. C'est quoi la réalité en fait? Faire de l'écologie sans prendre soin de soi, sans prendre soin de l'autre, c'est bullshit. C'est du greenwashing quoi. Ah, c'est du bullshit. Aussi du greenwashing. C'est ce qu'on disait. Je sais plus avec quel invité, mais c'est l'écologie interne au départ en fait. Ouais. Interne, relationnelle. Ouais. Et puis avec la nature, enfin c'est vrai qu'il y a tous les niveaux logiques doivent être convoqués aujourd'hui, sinon on ne fera pas basculer le système. Si on ne regarde qu'un levier, on ne fera pas basculer le système. Évidemment, une personne ou un collectif ou une entreprise ou un ministère ne peut pas agir sur tous les leviers. Donc la question c'est se dire, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, j'ai envie de vous rendre hommage là. Cher auditeur, je suis interviewée par un couple exceptionnel et vous m'avez dit quand vous avez créé ce podcast pour vos enfants, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants. Donc, 2 enfants qui s'appellent Louisa et Mila, et qui ont quel âge? 5 et 18, 5 ans et 18 mois. Ouais, merveilleux. Et pour vos enfants, vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses? Et de là où vous êtes, vous avez dit un podcast. On transforme pas le monde avec un podcast. On transformera le monde tous ensemble avec nos podcasts, nos entreprises, nos assos, nos bouquins, nos cours, nos pratiques, voilà, tous ensemble. Et c'est vrai que c'est une question essentielle. C'est qui suis-je et comment agir à partir de qui je suis. Voilà. Et pas se planter là-dessus, ça c'est très important. C'est un message que j'ai envie de transmettre là pour son tipping point. On fera basculer les choses quand nous serons capables de faire ce basculement intérieur, cette révolution intérieure. Se regarder dans notre âme et conscience, se dire qui je suis, où est-ce que j'ai une valeur ajoutée, d'où je parle quand je parle. Moi, ma valeur ajoutée, j'aurais adoré être une entrepreneuse et lever des millions de fonds. Je ne suis pas capable. C'est pas que j'aimerais pas. Je suis pas capable. C'est pas là où le monde m'attend. C'est pas là où j'aurais, une action féconde. Par contre, je suis capable d'inspirer. Donc j'inspire. Peut-être. C'est certain. Je sais pas. J'inspire parce que c'est là où je sais être. Et j'ai envie aussi de vous partager cette anecdote. Dans la chasse de tête, on n'est pas là pour inspirer le monde. Hein. On est là pour choper du chiffre et des têtes. Et je me souviens, mes premières années, j'étais avec le fondateur du cabinet dans lequel je travaillais pendant longtemps. Et on allait voir un grand dirigeant et je commence l'interview de ce dirigeant, non pas en disant « C'est quoi vos besoins de chasse de tête ?» C'est « Pourquoi vous vous levez le matin ?»
Et on est sorti de cet entretien et mon ex-patron furieux me dit Solène, on n'est pas là pour poser ces questions. T'es pas là pour allumer les étoiles dans le regard de l'autre. C'était ce moment poétique. C'était une fois. Si, justement. J'étais heureuse de m'inspirer de la poésie, mais il m'a dit on n'est pas là pour ça. Et en fait, effectivement, pendant des années, je me suis dit Solène, t'es pas là pour poser ces questions-là. Et puis un jour, j'ai dit fuck. J'ai dit en fait, c'est ça qui me met en joie, et c'est là où je sais faire. Et j'ai eu envie de le faire sur LinkedIn. Ok, je vais réconcilier la chasse de tête avec mon art d'éclore, quoi. Questionner, contempler, parler aussi de mes blessures. Enfin, voilà. Et je vais le faire parce que c'est ce que je sais faire. Et vous savez quoi ? J'ai eu un buzz. J'ai fait des radios. Ça a créé des trucs. Ça a créé un point de bascule. C'est là où j'ai impacté. J'ai commencé à impacter des dizaines de milliers de personnes quand j'ai trouvé cet endroit où je suis pleine, où mon être s'exprime pleinement en vérité dans ma réalité. Ma réalité, c'est que je suis une tueuse à gages. Alors, je coupe des têtes, c'est sanguin, c'est un monde de prédation, c'est ma réalité. Et la réalité, elle fait mal. Très souvent, je me cogne, quoi. Je me fais mal tous les jours. Et en même temps, ma vérité, c'est que je suis une âme, peut-être pas de prophète ou de prophétesse, mais peut-être de poétesse, en tout cas d'artiste. Et voilà, ma vérité, c'est que je suis une âme d'artiste. Ma réalité, c'est que mon métier, c'est la chasse de tête, et c'est de porter un mouvement de transformation culturelle. Et plus je saurai faire la synthèse de la chasseuse et de l'éclaireuse, plus je vais me transformer et transformer le monde. Voilà. Plus je trouverai ce point de rencontre entre mon cheminement personnel et cette réalité professionnelle dans laquelle je suis. Voilà, plus la métamorphose opère. Ouais, il faut aller rencontrer ses questions, en fait, rencontrer son être profond. C'est un chemin. Ouais. C'est se confronter à ses propres ténèbres, à ses propres limites, accepter de voir. Ouais. En acceptation de sa réalité. C'est-à-dire que pendant quelques années, moi, j'étais dans le déni. Je ne suis pas chasseuse de tête. Non, c'est pas mon métier. Moi, je médite. Venez méditer chez moi le mardi soir. Pendant des années, je prenais refuge. C'est comment je vais chercher ma vérité, mon être profond, authentique, et j'accepte ma réalité. Moi, c'est ça qui m'a fait basculer. Le gars en face de moi, il a pas de jambes. Ah ouais, c'est vrai que je suis une chasseuse de tête. Ok, ouais, je suis pas une start-upeuse. Non, j'arrête. Ok, j'arrête. Je sais pas faire, je sais pas manager, je sais pas gérer un bilan. Voilà, c'est accepter en fait toutes les dimensions de notre être, les dimensions profondes et dimensions pratico-pratiques, voire grossières. Et c'est dans la pleine acceptation de toutes mes facettes que là je peux éclore à moi et au monde. Dans la pleine acceptation de toutes mes facettes. Il y a 2 jours, on a fait une journée éclore avec les 15 personnes du cœur. On a tous beaucoup cheminé personnellement et sociétalement. On travaille tous beaucoup là. Hein. Et on a passé une journée à célébrer nos chemins personnels d'émancipation. Et on a tous partagé nos petitesses en fait. En fait, on n'est pas très beau là. C'est dur là. Ou là, on a mal. Et c'était pas du tout waouh, on est beau, on est intelligent quoi. Là je vais vous partager que moi Solène, là ces derniers mois, c'est hyper dur. Je vis l'âme noire, je traverse l'âme noire. Là au quotidien, c'est très difficile. Et je vais vous le dire en fait. Et le paradoxe, c'est dans ces aveux de faiblesse, de vulnérabilité, de petitesse qu'on s'est tous élevés quoi. Ça a été et je crois qu'on a touché collectivement notre âme collective. Notre âme collective. C'est très fort, ça. Je sais plus qui disait, le prochain Bouddha sera un collectif. Peut-être que c'est ça, éclore. C'est un Bouddha collectif. C'est joli. En tout cas. Ouais, c'est extrêmement touchant et extrêmement inspirant. En tout cas, j'espère vraiment que chaque personne qui va écouter, tu te donnes vraiment cette envie d'aller explorer.
prendre son petit bâton là et aller explorer pour soi, pour les autres, dans son rapport à soi, son rapport à l'autre, son rapport au monde du travail. Oser. Ouais. Oser être Ouais. et faire en authenticité. Ouais. Oser écouter l'endroit où le monde vous attend. Ouais. C'est ce que je retiens. Très beau. Ouais. Merci. Est-ce que, Solène, on aime bien aussi poser cette question. Est-ce que tu as quelques lectures que tu recommandes, tu vois, dans ce cheminement pour être accompagnée aussi? Est-ce qu'il y a... Ouais, je vais vous donner mes 3 lectures du moment. Alors, une lecture universelle, Le Prophète de Khalil Gibran. J'en ai encore des exemplaires, je peux vous en offrir. Je vous en offrirai à tous les deux. Parce que ça reste la sagesse qui nous élève. Même si quelquefois il faut s'abaisser aussi. Le deuxième qui m'a marqué, c'est aux éditions Massot, un petit coup de projecteur sur cette maison d'édition que j'aime beaucoup. Des hommes en chemin, ça parle, ou Un homme en chemin, Des hommes en chemin, de Didier Buisseret, que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour les éditions Massot, qui parle notamment de la déconstruction du mythe viril. Voilà, un vrai homme aujourd'hui, c'est quoi? Comment on chemine en tant qu'homme et en miroir en tant que femme, parce que ça parle vraiment du masculin, du féminin. C'est très pédagogique, très très bien structuré, très chouette bouquin. Et le troisième que j'ai envie de recommander, plus sociétal, c'est L'éloge de la métamorphose d'un sociologue, Alain de Vulpian, qui parle de ce monde en métamorphose et de ces individus, de ces collectifs qui se transforment. Et plus on sera nombreux à se transformer, voilà, plus l'Imago pourra apparaître. Hommage aussi à Imago, qui est un média alternatif qui propose des podcasts. Tipping Point a à être sur ce podcast. C'est très important que vous y soyez. Voilà, je vous mettrai en relation aussi. Deuxième cadeau. Imago, et voilà, il n'y a pas une recette. Il y a nous tous qui cheminons, nous tous qui nous relions. On a tellement de leviers à activer ensemble et tellement de facettes intérieures à révéler au monde. C'est un mosaïque. C'est impressionniste, en fait. Super. Est-ce qu'il y a encore un cadeau que tu as envie d'offrir aux personnes là qui écoutent Oui. Le dernier cadeau, il est pour vous deux. C'est de célébrer ce couple qui œuvre ensemble, ce couple que vous incarnez, l'importance d'être soutenu, d'être équilibré, l'importance de l'écologie voilà, amoureuse, familiale, que vous explorez. Je pense que vous êtes une clé essentielle dans cette transformation sociétale, c'est faire avec amour. Le couple est quand même ce temple de l'amour, même s'il y a plein d'autres formes que le couple. Le couple est un peu l'archétype de l'amour dans notre société. Donc j'ai envie de vous remercier de faire ensemble, dans vos complémentarités, et de faire avec autant de conscience et de cœur. Merci. Merci à toi, Solène. Vraiment, merci pour cet incroyable moment. Moi, à chaque fois que je suis avec toi, je suis touchée et je repars un peu différente. Et je sais pas Romain, mais moi, je repars là encore un peu différente. Donc, une vraie gratitude pour ce que tu nous donnes, ce que tu nous offres. Ouais. Voilà, j'espère que tout le monde aura passé un super moment avec nos bruits de café qui nous ont accompagnés, mais qui montrent aussi que c'est la vie en fait. Et on est bien ancré dans la réalité en fait de ce moment, de cette matinée, avec les ambulances qui sont passées, avec les cafés qui ont coulé. Donc ouais, merci Solène. Merci. Merci, parce que je pense que tu as le pouvoir de transformer, et en 1h30, là, tu as réussi à opérer, en tout cas chez moi, des petits points de bascule, des petits endroits où tu vois, je me dis, là, ce que j'inviterais à faire à tous nos auditeurs, c'est, une fois que vous avez fini ce podcast, appelez la personne que vous aimez le plus et dites-lui,
Dites-lui à quel point elle est importante pour vous, importante dans votre vie, à quel point elle compte. Voilà. Prenez votre téléphone ou le moment, le temps d'aller la voir et de la serrer dans vos bras. Merveilleux. Est-ce que le dernier cadeau pour nous tous, ça peut être justement de vous voir tous les deux? Là, vous prendre dans les bras. Ah. Allez. J'espère que vous allez entendre cette embrassade. Ouais. Bon, merci beaucoup, Solène. À très bientôt. À bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!